4 sonneries. Il grogne. Alors, tu vas répondre oui. Assis sur un banc du boulevard d'Arlu, face à l'océan Atlantique, il jette un coup d'œil à sa montre. 23 heures pile. À quelques dizaines de mètres, le casino de la Baule scintille comme un gâteau d'anniversaire. Oui, j'écoute. Ah, enfin. Son cœur cogne dans sa poitrine. Derrière lui, un couple passe, un labrador en laisse. C'est moi, tout va bien? Impeccable, et toi? Jusqu'ici, pas de soucis. Bien, tu me rappelles comme convenu à 1 heure. Ciao. Ciao. Il enfouit son portable dans la poche de son jean et regarde machinalement autour de lui. Une voiture de la police municipale passe à allure réduite sur le boulevard. Ils sont partout dans cette ville, où il doit y avoir pas mal d'argent à protéger. De l'argent. C'est ce qui lui a toujours manqué. Pourtant, il n'est pas plus bête qu'un autre. Peut-être n'a-t-il pas fait les bons choix, ou alors peut-être qu'il n'avait pas le choix. L'air est doux ce soir. Étonnant. Il n'a jamais imaginé la Bretagne sans la pluie. Quand il était enfant, les vacances se passaient toujours en camping à Gruissant. Dans 2 heures, quand l'affaire sera conclue, il aura tellement d'argent qu'il pourra partir en vacances où il le veut. Les Seychelles, l'île Maurice, la Réunion. Il étend ses jambes, pousse un profond soupir. Les milliers de petites lumières qui clignotent au large lui donnent des envies de voyage. À 1 mètre de lui, sur sa gauche, le cyclomoteur attend sagement qu'il se décide à reprendre la route. 1 million d'euros. Dingue. C'est vrai qu'il n'y en aura que 300 000 pour lui, à moins de s'enfuir avec le million. Il se voit déjà avec une bande de ploucs lui courant après en scandant « le million », comme à la télé. Mais il sait qu'il n'osera pas. Avec 300 000, ce sera la liberté et la tranquillité. Avec 1 million, ce serait la liberté peut-être, mais aussi les ennuis. C'est couru. Et les ennuis, il n'en veut plus. Il a déjà donné. Il frissonne soudain, on dirait que le vent s'est levé d'un coup. Un peu plus loin, un groupe de gamins en goguette passe en braillant des trucs qu'il ne comprend pas. Bon, il va falloir penser à y aller. Chapitre 1. Le claquement fit sursauter Dimitri Boiseau. Avachi sur l'une des mauvaises chaises monoblocs de la terrasse, son pote Dédé avait dû les dégoter dans une solderie du coin, elles étaient aussi confortables que des bancs d'église et moins solides. Il était sur le point de s'endormir quand ce bruit, sec et bref comme un coup de feu, le ramena soudain à la conscience. Sa cigarette avait fini de se consumer dans le cendrier. Il jeta un coup d'œil au jardin, plongé dans l'obscurité. Tout paraissait calme. Le grondement acharné des vagues se brisant sur les rochers, de l'autre côté de la route, à une centaine de mètres de la villa, n'était même plus interrompu par le passage des voitures. Dimitri regarda sa montre. 1h14. Cela faisait plus d'1 heure qu'il somnolait, à la recherche d'un sommeil qui le fuyait chaque nuit davantage. Le matin, il avait déposé Claude et Mireille dans le TGV de Paris. Au moment du départ, il les avait serrés un peu trop fort dans ses bras. L'aîné s'était dégagé avec humeur, hargneux comme les gosses à qui tout est permis. « Embrassez maman pour moi » avait-il lancé avec un large geste de la main. Il s'était détourné très vite pour qu'il ne voie pas les larmes affluer à ses yeux. Un fameux handicap dans la vie, cette manie de pleurer à tout bout de champ. Mais la plupart du temps, il parvenait à dissimuler tant bien que mal. À partir de quel âge peut-on définitivement se considérer comme un raté? La question l'avait taraudé toute la soirée. Pas à 42 ans, s'était-il d'abord répondu. Mais une fois la bouteille de Bourgueil vidée, sa fugitive assurance l'avait abandonné. Le soleil était couché depuis belle lurette lorsqu'il avait gravi, lourd et accablé, l'escalier avant de s'effondrer sur le lit. Les ruminations, sombres et décousues comme à l'accoutumée, l'avaient assailli de toutes parts. Il en avait eu assez, s'était relevé pour aller fumer sur la terrasse. La fraîcheur de la nuit avait peu à peu ramené le calme dans sa tête. Il tendit l'oreille, mais plus rien ne se passait. Il s'efforça de respirer avec régularité, se gratta le sommet du crâne, là où ne subsistaient que quelques cheveux isolés, et bâilla. Bon, c'est peut-être le moment d'aller dormir pour de bon. Alors qu'il refermait à clé la porte-fenêtre du salon, il lui sembla entendre un nouveau claquement. 1h25, et merde. 3 minutes plus tard, il ronflait. Il crut d'abord qu'il rêvait, mais le hurlement de la sirène s'imposa avec une telle évidence qu'il se réveilla en sursaut. De nouveau, il sentit son cœur s'affoler. 2h12, indiquait le réveil matin.
À cet instant précis, la sirène se tut. Dimitri Boiseau, les pensées confuses mais l'envie irrésistible d'en savoir plus, se leva d'un bond. C'était bien des coups de feu, se dit-il en enfilant à la hâte ses espadrilles. Il sortit dans le jardin, alla ouvrir la grille donnant sur la route, et aperçut la voiture des gendarmes garée devant la maison d'à côté. Il frissonna, se rappela qu'il était seulement vêtu d'un t-shirt et d'un boxer. « Ne va pas te mêler de ça », lui chuchota une petite voix intérieure. Mais déjà il ne l'écoutait plus et rentrait au trot pour aller mettre un pantalon et un pull. 2 minutes plus tard, il ressortait de la villa et se dirigeait d'un pas décidé vers la voiture dont la rampe lumineuse agissait sur lui à la manière d'une lampe tempête sur un papillon de nuit. Un bon fait divers pendant ses vacances, pourquoi pas? Le fait divers, c'était ce qu'il traitait le mieux. C'était peut-être pour ça qu'à l'actualité, on l'avait cantonné au chien écrasé depuis 20 ans. À moins qu'on ait jugé en haut lieu qu'il n'était pas capable de faire autre chose. Il s'arrêta devant le portail et observa la maison, une grosse bicoque en pierre jaune, haute et plutôt étroite. Un gendarme se tenait sur le perron. Il le regardait en silence, habitué aux curieux, même à 2 heures du matin. Le jardin était éclairé par 2 projecteurs halogènes qui diffusaient une lumière violente, agressive. À l'intérieur, plusieurs pièces étaient éclairées et, au rez-de-chaussée, à droite de la porte d'entrée, Dimitri distingua des silhouettes qui s'agitaient. 3 voitures étaient garées au pied du perron. À ce moment arriva une grosse Peugeot 607. Elle vint se ranger juste derrière la bagnole des gendarmes. Un petit homme maigre, aux cheveux gris hirsutes et à la moustache en bataille, en sortit. Il prit une mallette dans le coffre et se dirigea sans hésiter vers la maison. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'autre ne prit pas la peine de lui répondre et s'engagea dans l'allée de gravier. « Merci, » grommela Dimitri. Encore un de ces petits légistes de province qui se prennent pour des vedettes de séries policières, mais râlent quand ils doivent se lever en pleine nuit pour le boulot. Et puis, il eut un léger sourire. Qui dit légiste, dit meurtre. Ou au moins de sérieuses blessures. Mais il n'avait vu aucune ambulance. Donc, il y avait bien eu crime. Il se sentit excité à l'idée de faire la nique à ses confrères du coin, les localiers qui seraient mortifiés d'avoir été battus par un Parisien. Évidemment, si c'est Pépère qui a abattu Bobonne dans une crise de jalousie ou d'éthylisme, je vois pas Magnin faire sa une avec. Mais une espèce de 6e sens lui murmurait que cette affaire n'était pas banale. 2 autres voitures arrivèrent alors. Les chauffeurs les garèrent de l'autre côté de la route, sur l'accotement qui, en journée, servait de chemin de promenade aux touristes. 5 personnes en descendirent, 2 femmes et 3 hommes. Ceux-ci, jeunes, blousons, jeans et baskets, portaient la tenue standard des flics d'aujourd'hui. En revanche, les 2 nanas avaient plutôt l'allure de magistrates, avec ce petit côté sérieux qu'elles estimaient nécessaire à l'exercice de leur profession. Cette fois, il se présenta, s'adressant de préférence à la plus âgée. « Bonjour, Dimitri Boiseau, de l'actualité. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ?» Surprise de voir la presse sur les lieux avant même la totalité des enquêteurs, elle n'eut pas la présence d'esprit de passer son chemin en silence. Elle était plus grande que lui. Il remarqua aussitôt son regard clair, la douceur des traits. « Nous n'en savons encore trop rien. Apparemment, il s'agit d'un cambriolage raté. » Sans attendre, les 3 jeunes flics remontaient l'allée au pas de course. L'autre femme, une longue maigre à la trentaine triste, flanquée d'une petite mallette en cuir fauve, s'arrêta légèrement en retrait. « La greffière est la juge », diagnostiqua Boiseau, qui enchaîna. « Il y a une victime ?» Elle soupira, histoire de bien marquer son exaspération. « Oui, il semble que le cambrioleur ait été abattu par le propriétaire en état de légitime défense, selon ce que l'on m'en a dit. Mais cela reste à vérifier, bien entendu. Bonsoir, monsieur. » Elle tourna les talons et entra à son tour dans le jardin, suivie comme son ombre par la greffière. Boiseau inspecta le portail. En dehors du numéro de la maison, il n'y avait pas de nom, juste une boîte aux lettres et un interphone. Et si j'allais jeter un coup d'œil à travers la haie? Il ne lui servait à rien de faire le pied de grue ici. Il rentra donc dans la villa que lui avait si aimablement prêtée Dédé. Sur la pointe des pieds, il se dirigea vers la haie de Troène qui, avec ses 2 bons mètres de hauteur, séparait les 2 maisons. Il s'accroupit et tenta de distinguer quelque chose à travers le feuillage. En vain. Le Dédé aurait pu au moins faire tailler sa haie. Apparemment, tout s'était passé à l'intérieur. Ça m'aurait étonné avec ma veine proverbiale de tomber sur l'affaire du siècle, se dit-il en se redressant. Il entendit alors une porte s'ouvrir,
et les échos de 2 voix lui parvinrent, de plus en plus. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.